C'était pendant le brunch du dimanche et je me souviens du tintement des couverts, du goût des pommes à la cannelle cuite au four et du murmure des conversations avant la bombe. Belle avait invité sa clique, ces filles prétentieuses et suraccessoirisées qui portaient des jugements comme des sacs à main de créateurs. Clarissa, ma femme, avait mis le paquet. Elle portait cette robe vert émeraude qu'elle réservait habituellement aux galas de charité et avait les cheveux relevés en chignon soigné, le genre de coiffure que sa mère disait lui donner une allure respectable et riche. Elle souriait de ce sourire prudent qu'elle arborait devant les gens qui pourraient la regarder. J'étais en retrait, comme d'habitude, à mettre la table, à remplir les verres, à veiller à ce que le jus d'orange ne coule pas. Juste Ezra, le mari serviable. Le brunch était à mi-chemin. Les gens riaient et sirotaient des mimosas lorsque Belle tapota sa flûte de champagne avec sa cuillère. Ting, ting. Se sont fendit l'air comme un coup de semonce. Tout le monde se retourna. Elle se leva, l'air dramatique, comme si elle s'apprêtait à apporter un toast. « Je suis désolée, dit-elle en portant la main à sa poitrine avec un faux remords. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Le silence se fit dans la pièce. Ezra me vola mon collier. Celui que grand-mère m'avait offert, comme ça. Pas d'emballement, pas d'explication. Juste une accusation lancée comme une grenade. Je clignai des yeux, pensant l'avoir peut-être mal entendu. Un rire jaillit presque, car c'était sûrement une blague, mais ses yeux étaient sérieux, écarquillés par la douleur de la scène, et les coins de sa bouche se formèrent en un sourire narquois subtil qu'elle essayait de dissimuler. Le silence qui suivit ces mots fut épais. Tout le monde me regarda, puis j'entendis une inspiration brusque à ma droite. Clarissa. Elle haleta et je vis une lueur sombre traverser son regard. De l'incrédulité, peut-être. Ou était-ce une trahison? Puis elle resta plantée là, sans un mot pour moi. Sans un instant de répit, elle traversa la pièce et me gifla violemment. Le genre de gifle qui résonne parce que ce n'est pas seulement une question d'impact. C'est une question de message. La douleur était moins vive que la chaleur qui me submergeait la poitrine. Je la fixai, la mâchoire serrée, la joue déjà palpitante. « Tu m'as humilié devant ma famille, » dit-elle d'une voix basse mais fulgurante. « Sors. Pas ce qui se passe. Pas la vérité. Pas d'enquête. Pas d'investigation. Juste l'exil. » Je regardais Belle, qui se tenait droite, avec une fausse droiture, et je faillis dire quelque chose. Presque tout mettre en lumière. Mais je ne le fis pas, car à quoi bon? Personne dans cette pièce ne savait ce que je faisais en coulisses. Aucun d'eux ne vit la connexion nocturne au portail scolaire de Belle, payant ses frais de scolarité de ma poche. Personne ne remarqua que le loyer était toujours débité sur le compte. Même quand Clarissa oubliait de lui envoyer la moitié, personne ne me remerciait quand les lumières restaient allumées, quand le réfrigérateur restait rempli ou quand la voiture de Clarissa était mystérieusement réparée la fois où elle n'avait pas les moyens de la réparer. Tout cela en silence. Je l'ai fait pour eux, pour ma famille, par amour. Parce que je pensais que la loyauté consistait à couvrir les failles avant qu'elles ne s'étendent. Mais voilà que j'étais accusé de vol par la même personne dont je finançais discrètement les études, et trahi par la femme qui portait la bague que j'avais achetée avec l'argent que je n'avais pas. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié, pleuré, supplié. Je suis simplement parti. Pas de valise, pas de carton, pas de plante, juste mon ordinateur portable et mon portefeuille. J'ai dépassé le buffet tel un fantôme, traversé le hall d'entrée qui sentait encore légèrement le cirage aux agrumes et suis sorti par la porte d'entrée, sous un soleil trop intense pour un moment pareil. Les rires du brunch ont repris derrière moi comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais vraiment été là. Je suis monté dans ma voiture et suis resté assis en silence un long moment. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas crié dans le volant. J'ai juste regardé par le pare-brise, laissant la trahison m'envahir comme une seconde peau. On s'imagine toujours que la trahison est comme un coup de couteau. Soudain, brutal, sanglant. Mais pour moi, c'était comme si j'étais effacé. Comme si toutes les années passées à veiller à ce que leur vie se déroule sans accroc n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond. Comme si j'étais juste l'homme qui versait le jus d'orange pendant qu'il trinquait. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à ce que les lumières de la ville cèdent la place au silence, pour finir devant l'appartement de ma sonne. Mon plus vieil ami, un homme qui m'avait vu à chaque étape de ma vie. Remise des diplômes, mariage, chagrin d'amour. Il a ouvert la porte sans poser de questions, il m'a juste jeté un coup d'œil et m'a dit « Tu as une mine d'enfer ». J'ai hoché la tête, c'est pire. Il m'a tendu un verre, a pointé le canapé du doigt et a dit « Viens dormir ici. Demain,
On verra. Je suis resté sur ce canapé, les yeux rivés au plafond, les joues encore chaudes de la gifle. Je ne le savais pas encore, mais cette gifle était le début. L'allumette qui allait tout allumer, parce qu'il pensait que je partirais sans bruit. Il pensait que je m'éclipserais comme un chien. La queue repliée, la fierté brisée. Mais ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il n'avait jamais assez pris la peine d'apprendre, c'est que je ne me brise pas. Je brûle. Et parfois, quand l'homme idéal brûle, il emporte toute la maison avec lui. Je ne suis pas retourné à la maison. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil dans le rétroviseur en quittant ce quartier aux étayés et aux prétentions polies. Je savais que si je franchissais à nouveau cette porte, même pour une brosse à dents ou une paire de chaussettes, je tomberais dans un piège enveloppé d'excuses auxquelles je n'avais pas confiance. Clarissa disait tous les mots justes sur le mauvais ton, et Belle se réfugiait derrière un autre mensonge, comptant sur le fait que personne ne la questionnait jamais trop durement. Je ne voulais rien de cette maison. Rien du tout. Tout ce qu'elle contenait me semblait soudain appartenir à une vie que je ne possédais plus. Mason vivait au 4e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. L'ascenseur ne fonctionnait pas la moitié du temps et le couloir sentait toujours vaguement le chou trop cuit. Mais dès qu'il a ouvert la porte, plus rien de tout cela n'a eu d'importance. Je suis entré dans son salon, j'ai laissé tomber ma sacoche d'ordinateur portable par terre et j'ai respiré d'un air que je ne savais pas avoir retenu. Il ne m'a pas demandé toute l'histoire. Mason ne l'a jamais fait. Il s'est juste servi 2 verres de bourbon, m'en a tendu un et a dit « Parfois, les gens ne méritent pas d'explication. » J'ai hoché la tête lentement, sentant la vérité s'installer en moi. C'était étrange comme c'était libérateur de ne rien dire, sans défense, sans justification, juste le silence. Clarissa avait fait son choix, et j'avais fait le mien. Mais une fois le silence installé, il a apporté quelque chose d'autre, une froide clarté. Je me suis allongé sur le canapé de Mason ce soir-là, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, et le calcul s'est fait dans ma tête. Chaque dollar, chaque sacrifice, chaque mois où je payais le loyer quand Clarissa disait qu'elle était un peu à court. Chaque paiement de scolarité que je faisais pour Belle, pensant que cela lui donnerait une chance d'obtenir quelque chose de mieux. Chaque course, chaque facture d'électricité, chaque petit service non dit déguisé en amour. Tout cela s'était accumulé, et maintenant, il l'avait effacé d'une claque et d'un mensonge. Quelque chose s'est durci en moi, allongé là. Quelque chose de vieux, peut-être. Une partie de moi que j'avais enfouie sous tous ces feuilles de calcul budgétaires et ces virements bancaires tardifs. Une partie de moi qui se souvenait comment arrêter une hémorragie pour ceux qui refusaient de me tendre un pansement. Je me suis levé à 2h14 du matin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis assis à la petite table à manger de Mason, la lueur de l'écran vacillant sur mon visage, et j'ai commencé à remonter les fils. D'abord, le portail des frais de scolarité, l'identifiant universitaire de Belle. J'y avais encore accès car elle n'avait jamais pris la peine de changer le mot de passe. J'ai trouvé le paiement automatique et je l'ai désactivé. Le prochain versement était dû dans 3 semaines. Qu'il s'en occupe. Ensuite, le loyer de Clarissa. J'avais mis en place un virement automatique qui couvrait notre loyer chaque mois. Je l'ai annulé, j'ai supprimé le calendrier. Elle pouvait appeler son propriétaire et s'expliquer. Ensuite, il y avait les charges, l'électricité, l'eau, le gaz, le Wi-Fi. Tout était lié à mon nom, à ma carte, à mon crédit. J'annulais chaque prélèvement automatique, m'assurant qu'aucune facture ne soit réglée. S'il voulait me voir partir, il ne pouvait pas garder mon portefeuille. Je passais en revue les comptes comme si j'effaçais des empreintes digitales. Non par méchanceté, mais par principe. Il me traitait comme une chose jetable. Maintenant, il verrait ce qui se passerait quand l'homme sur qui il comptait se retirerait discrètement de l'équation. Je n'ai envoyé aucun avertissement, aucun message, aucun discours de départ théâtral. J'ai laissé parler le silence, et il l'a fait bruyamment. 3 jours se sont écoulés avant que le premier message de Clarissa n'arrive. Juste 2 phrases. Tu as encore oublié de payer l'Internet? Les examens de Belle ont lieu cette semaine. Pas de salutation. Pas de point d'interrogation. Juste une accusation enveloppée d'une agressivité passive. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un autre message. L'eau ne coule pas. Le propriétaire appelle. Que se passe-t-il? Toujours pas. Ezra, on peut parler ou on peut arranger ça. Juste des plaintes. J'ai coupé son numéro. Puis sa mère est arrivée. Cette femme ne m'avait jamais envoyé un seul SMS de remerciement pendant les 5 années où j'avais rempli le frigo de sa fille et payé son loyer.
Et voilà qu'elle a eu le culot de m'appeler 3 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Et puis Belle. Oh Belle. Elle a eu l'audace d'envoyer un message vocal. Dis donc Ezra. Je sais que c'est bizarre en ce moment, mais pourrais-tu régler ce problème de banque? Vite fait. J'ai un projet à rendre et je n'arrive pas à me concentrer si je suis fauché. Merci. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste plus d'attente. Un sentiment de droit mêlé à une fausse douceur. J'ai écouté ce message 2 fois, juste pour bien le comprendre. C'était la fille qui m'accusait de vol, qui mentait sans sourciller, qui me regardait me faire gifler et jeter comme un déchet. Et maintenant, elle voulait mon aide. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Quand ma sonne est rentrée ce soir-là et m'a vu assis sur le canapé, mon ordinateur portable fermé et un rare sourire aux lèvres, il a haussé un sourcil. C'est quoi ce regard? J'ai enfin déconnecté. De quoi? J'ai levé les yeux vers lui. De ceux qui ne vous aiment que lorsque le courant est allumé et que les factures sont payées. Il a sifflé doucement et a servi un verre à chacun. Ça vous a pris du temps. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Pas de texto nocturne pour demander des faveurs. Pas de ressentiment sourd qui me rongeait le ventre en regardant les femmes que je soutenais prendre tout ce que je leur donnais et agir comme si je leur devais tout. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour Masson et moi. Des œufs, des toasts, rien de spécial. Il m'a tapoté le dos comme un frère fier. J'ai souri, mais mon esprit était déjà en ébullition, calculant la suite. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas les détruire, mais je n'allais pas continuer à financer ma propre humiliation. Elles voulaient voir à quoi ressemblait la vie sans moi. Je les avais laissés faire, et ils apprendraient, petit à petit, facture impayée après facture impayée, à quel point j'avais tenu le coup. Non pas parce que je leur aurais dit, mais parce qu'ils sentiraient la différence quand je ne serais plus là. Et le silence. Le silence serait le bruit le plus fort qu'ils auraient jamais entendu. Tout a commencé avec le Wi-Fi. 5 jours après mon départ, je faisais la queue à l'épicerie en bas de chez Masson, hésitant entre me contenter d'un café instantané ou marcher encore 15 minutes pour arriver chez eux avec un vrai expresso, quand mon téléphone a lâché. Un SMS de Clarissa. Tu as encore oublié de payer l'Internet? Belle a ses examens cette semaine. Pas, salut, ni, on peut se parler. Juste ce ton monocorde que je connaissais trop bien. Froid, irrité, complètement détaché de la réalité. Comme si j'avais simplement égaré un paiement sans avoir été accusé de vol et giflé devant une salle pleine d'inconnus. J'ai fixé le message un moment avant de verrouiller mon écran. J'ai laissé tomber. Le plus drôle, c'est qu'elle n'avait même pas remarqué que le compte n'était pas à son nom. La connexion fibre optique au débit de cet appartement, la même que Belle utilisait pour regarder des films en streaming et réviser, était payée automatiquement sur mon compte courant tous les mois pendant 3 ans. Elle n'a jamais demandé une seule fois comment les factures étaient gérées. Elle s'attendait juste à ce que le monde continue de tourner. J'ai payé mon café, le moins cher, et j'ai quand même fait la longue promenade. L'air frais m'éclaircissait les idées mieux que la caféine. De retour chez Masson, il y avait 2 autres messages. L'eau ne coule pas. Le propriétaire appelle. Que se passe-t-il? Peux-tu juste régler ce problème? Ezra? C'est ridicule. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas tapé de brouillon. Cette envie, celle qui me frémissait dans les doigts, ce besoin d'expliquer, de défendre, de dissiper le malentendu, avait disparu. Ou peut-être s'était-elle éteinte en même temps que ma volonté de financer des gens qui me traitaient comme un poste budgétaire. Le lendemain, sa mère a appelé. C'était vraiment génial. C'était la même femme qui m'adressait à peine la parole lors des réunions de famille, qui m'avait demandé un jour si je comptais faire quelque chose de concret de ma vie après avoir lancé ma petite entreprise, qui tendait à Clarissa des enveloppes remplies de conseils passifs-agressifs déguisés en mon manuscrit. Et soudain, elle a fait exploser mon téléphone comme si j'étais la seule bouée de sauvetage de la famille. Je n'ai pas décroché, j'ai laissé sonner. J'ai regardé le nom défiler sur mon écran pendant que je mangeais les restes sur le canapé et que Masson écoutait à moitié un résumé de la NBA à la télé. Puis, c'est le chameau. Bien sûr que si. Son message était un message vocal. J'aurais dû m'en douter, mais la curiosité m'a poussé à appuyer sur lecture. Dis donc, Ezra. Bon, je sais que c'est un peu bizarre en ce moment, mais tu peux régler ce problème de banque au plus vite? Je ne peux pas m'inscrire à mon labo parce que le paiement a été refusé et c'est super urgent. Merci. J'ai fixé mon téléphone comme s'il m'avait insulté. Super urgent. Cette fille s'était plantée au milieu du salon et avait menti à tout un groupe.
Elle avait transformé un objet de famille en arme et m'avait accusé de vol, sachant pertinemment que c'était de la fiction, et maintenant elle voulait une faveur. C'était presque impressionnant de voir avec quelle facilité elle passait de la trahison à l'attente, comme si rien n'avait d'importance. J'ai enregistré le message vocal, puis j'ai bloqué son numéro. Plus tard dans la soirée, Mason est rentré du travail, a enlevé ses chaussures et m'a trouvé sur le canapé en train de regarder un documentaire sur la nature, Something About Wolves. Je ne savais même pas que je le regardais jusqu'à ce qu'il me dise « Tu essaies de devenir l'un d'eux ?» J'ai souri. Peut-être, il s'est affalé à côté de moi avec un sac de plats à emporter. Tout va bien. Charissa est en pleine crise, ai-je dit d'un ton désinvolte, comme si je parlais de la météo. L'eau est coupée. Le Wi-Fi est coupé. Belle supplie. Sa mère a appelé. Waouh! Il a sifflé doucement. Il a suffi que tu t'éloignes pour que leur monde se détraque. Ils n'ont jamais réalisé tout ce que je faisais jusqu'à ce que j'arrête. Mason m'a tendu une boîte de cheveux courts. Les gens comme ça ne le font jamais. Et il avait raison. On donne, on donne, on donne, on donne. Et ils ne s'arrêtent jamais pour penser aux mains qui les nourrissent. Mais dès qu'on recule, on devient égoïste. On est froid. C'est toi le problème. Je n'ai pas été surpris lorsque le propriétaire m'a envoyé un email. Apparemment, Clarissa avait essayé de prétendre qu'elle ignorait qu'elle n'était pas le principal titulaire du bail. C'est parce que je l'étais. Chaque renouvellement, chaque appel d'urgence tard le soir, chaque frais d'entretien, je les gérais discrètement. Elle m'envoyait un texto depuis le brunch pour me dire « L'évier fuit encore, je le ferai réparer avant son retour. » Non, cet évier pouvait inonder tout l'appartement, je m'en fichais. Pourtant, j'ai été méthodique. J'ai répondu par email au propriétaire, renonçant officiellement à ma responsabilité financière pour l'appartement avec effet immédiat. J'ai joint un avis de séparation, même si ce n'était pas légalement obligatoire. J'en avais fini. Les jours suivants furent d'un silence béat. Plus de textos, plus de remords, juste de l'espace. Et puis on a frappé. Pas à ma porte, sur mon pas de porte numérique. Un message sur Instagram. C'était Clarissa. J'ai cliqué avant de pouvoir me convaincre. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. C'est mesquin. Ezra, tu sais combien les choses ont été difficiles pour nous. Nous? Comme si on était encore nous. J'ai tapé une réponse. Une ligne. Tu as fait ton choix. Voici la conséquence. Puis je l'ai supprimée. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce qu'elle ne méritait pas la grâce d'une réponse. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon tableau financier, celui qu'il ne voyait jamais, auquel il ne se souciait jamais, et j'ai transféré tout le reste. Économie sur un compte séparé. Revenus professionnels réaffectés, abonnements annulés. C'était comme muer une peau que je n'avais jamais demandé à porter. Ce soir-là, j'étais assis sur l'escalier de secours devant l'appartement de Mason, sirotant du thé en regardant les lumières de la ville scintiller. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus invisible. Je ne me sentais plus comme un homme enfermé dans l'ombre de sa propre vie. Je n'étais pas le soutien de famille de Clarissa. Je n'étais pas le distributeur automatique de billets de Belle. J'étais juste Ezra. Et ça suffisait enfin. 10 jours après avoir quitté cette maison et tout laissé derrière moi, j'ai reçu un message qui a tout changé. Il était un peu plus de 20 heures et Mason et moi venions de rentrer d'un dîner dans un petit resto de tacos à quelques rues de là. Nous étions assis sur son canapé d'angle délabré, à regarder à moitié la rediffusion d'une émission de concours de cuisine quand mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai failli l'ignorer. J'ignore beaucoup de choses ces derniers temps. Appels, SMS, notifications. Si ce n'était pas lié au travail ou à un mème de Mason, je m'en fichais. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier celui-ci. Il venait d'Ava, la fille de la voisine de Clarissa. On n'était pas proches, juste un petit bonjour poli et un signe de la main. Elle avait peut-être 20 ans, peut-être moins, le genre de fille qui avait toujours une lampe annulaire accrochée à son téléphone et qui filmait sans arrêt pour une chaîne ou une autre. Elle gardait les cousins de Clarissa de temps en temps et était souvent à la maison. Son message était simple. « Et Ezra, je pense que tu devrais voir ça. » Et j'ai joint un enregistrement vocal. J'ai froncé les sourcils. Mason s'est penché, voyant mon expression. « Qui est-ce? »« Ava » ai-je murmuré en appuyant sur lecture. Au début, je n'entendais que des bruits de fond, des chants d'oiseaux, un rire au loin, une porte qui grinçait. J'ai cru à une erreur, mais ensuite les voix sont devenues nettes, juste assez claires pour me frapper en pleine poitrine. La voix de Belle. Bien sûr, je l'avais placée. Ezra est trop ennuyeux de toute façon. Je voulais que Clarissa.
Vois qu'il n'est pas parfait. En plus, il n'est même pas de sang. Il peut partir. Le silence s'abattit sur moi comme un linceul. Je me figeai, téléphone à la main, les mots résonnant de plus en plus fort dans mes oreilles, même après la fin de la vidéo. Mason était resté complètement immobile à côté de moi. « Rejoue ça, dit-il. Je le fis. Cette fois, j'entendis tout. La suffisance dans son ton, la façon dont elle lançait mon nom comme si c'était une ordure. Elle en avait assez de me piétiner. Aucun regret, aucune hésitation, juste une malice brute, sans filtre. Le visage de Clarissa me revint en mémoire. La façon dont elle me gifla, la façon dont ses yeux ne cherchaient même pas la vérité dans les miens. Elle ne remettait pas en question l'histoire, l'acceptait simplement parce qu'elle correspondait à une version de moi qu'elle ne prenait plus la peine de comprendre. Je laissai tomber le téléphone sur mes genoux et fixai le plafond un long moment. Ma poitrine était serrée, pas de douleur, du moins pas celle que j'avais ressentie auparavant. C'était quelque chose de plus aigu, de plus concentré. Une tempête se formait derrière mes côtes. Elle la voit. Je me le disais plus à moi-même qu'à Mason. Elle le disait vraiment. Mason expira par le nez. Elle l'avait dit sur bande. C'est ça qui compte. J'ai repris le téléphone et j'ai envoyé un message à Ava. Où as-tu trouvé ça? Elle a répondu presque immédiatement. J'étais en train de filmer un TikTok dans le jardin. Mon micro a capté leur conversation par accident. Je ne m'en suis rendu compte qu'au montage. Je pensais que tu devrais le savoir. Puis un autre message. Je l'avais déjà envoyé au comité d'éthique de l'université. Belle est une menace. Je suis désolé. Je ne savais pas tout ce qui se passait. Je fixais l'écran. De tous les gens du cercle de Clarissa, la dernière personne dont j'attendais de l'aide était une voisine de la génération Z avec une chaîne YouTube et des ongles fluo. Et pourtant, elle faisait plus pour moi en un seul dossier que Clarissa n'en avait jamais fait. Merci, Ava. Franchement, elle a envoyé un emoji, cœur et un pouce levé. Pas de drame, pas de démagogie, juste un témoin numérique qui privilégiait la vérité au confort. Mason s'est penché en avant et a pris son verre sur la table. Et maintenant, j'ai secoué lentement la tête. J'ai arrêté de les laisser s'approprier le récit. J'ai transféré l'audio sur un disque dur de sauvegarde. Je ne voulais pas le publier en ligne pour l'instant. Il ne s'agissait pas d'humiliation publique. Pas encore. Mais il fallait que ce soit documenté, validé, protégé. Car même la vérité, une fois entre vos mains, doit être manipulée avec précision, comme une allumette près d'un bois sec. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de l'université de Bell. Un langage passe-partout classique, mais qui confirmait qu'Ao ne mentait pas. L'école avait reçu une plainte officielle et Bell était convoqué pour une audience disciplinaire pour mauvaise conduite et diffamation. Je me suis rassis sur ma chaise et j'ai souri légèrement. Non pas par désir de vengeance, mais parce qu'enfin quelqu'un d'autre que moi connaissait les faits. Bell avait empoisonné le puits de mensonges, et maintenant elle allait s'en abreuver. Clarissa ne m'avait pas contacté depuis sa dernière avalanche de textos. Je m'attendais presque à un message dramatique, une accusation grandiloquente d'avoir piégé sa sœur. Mais rien n'est venu, ce qui m'a amené à me demander. Était-elle au courant? Avait-elle entendu l'enregistrement? Elle aussi? Ou s'accrochait-elle encore à la version de l'histoire où j'étais le méchant et Belle juste la pauvre victime d'un vol? Je ne savais pas ce qui serait le plus douloureux, réaliser qu'elle croyait au mensonge ou réaliser qu'elle s'en fichait complètement pour le corriger. Plus tard dans la semaine, Mason et moi passions devant l'épicerie du coin quand son téléphone a lâché. Il a vérifié, les sourcils levés. « Mec, tu viens de devenir viral. » Quoi? Il m'a tendu son téléphone. Quelqu'un sur un forum universitaire avait posté la transcription de l'extrait audio de manière anonyme. Un colocataire avait filmé ça en filmant dans le jardin. Ce genre de truc devrait être illégal. Les commentaires affluaient. Ce type mérite des excuses et un chèque. Elle a vraiment dit, même pas du sang comme dans une émission de télé-réalité. Protéger Ezra à tout prix. J'ai fixé l'écran. Un étrange mélange d'émotions me turlupinait. Je n'avais pas cherché à attirer l'attention. Je ne voulais pas être un sujet tendance. Mais voir des inconnus prendre ma défense comme mes proches ne l'avaient jamais fait, ça a eu un effet. Un déclic. Plus tard dans la soirée, allongé sur le canapé, les yeux rivés sur le plafond obscurci, cette pensée m'est revenue comme un murmure. Et si ce n'était pas que la fin de quelque chose? Et si c'était le début? Pour la première fois depuis des semaines, je ne faisais pas que réagir. J'étais prêt. Prêt à reprendre mon nom. Prêt à sortir du silence. Parce que maintenant j'avais des preuves.
et avec elle, le pouvoir de dire la vérité à ma façon. L'effondrement n'a pas été brutal. Il a commencé par des murmures, des secousses invisibles, inaudibles. Douces au début, mais je les sentais. Comme un bâtiment qui avait l'air en bon état vu de la rue, mais qui avait des termites dans ses fondations. Je n'avais pas besoin d'insister. Il fallait juste que j'arrête de le retarder. Le lendemain matin, après que l'enregistrement ait circulé sur le forum de l'université, j'ai consulté mes emails par habitude. Parmi les spams et les alertes professionnelles habituelles, un message s'est démarqué. Une note officielle de l'université de Bell. Objet, avis de sanctions disciplinaires. La simple lecture de l'objet du message a été une bouffée d'oxygène pour Bell Holloway. Je l'ai ouvert lentement, m'attendant presque à une tape sur les doigts. Mais non, c'était sérieux. L'université avait examiné l'enregistrement, vérifié son authenticité et confirmé qu'il avait été enregistré en public. Bell était suspendu, avec des réserves pour examen complémentaire, motifs, faute académique et diffamation. Il n'avait même pas besoin de mon témoignage. La soumission AA et le timing de l'enregistrement audio avaient suffi. Et d'un coup, la réputation irréprochable de Bell, soigneusement entretenue par les filtres Instagram et les publications sur le tableau d'honneur, a craqué. Je n'ai pas souri. Pas tout de suite. Au lieu de cela, je me suis assis dans le salon de l'appartement de Mason et je me suis laissé submerger. Ni joie, ni vengeance, mais soulagement. Mason est sorti de la cuisine en boxer et sweat à capuche, bâillant, un bol de céréales à la main. On dirait qu'on vient de te rendre ton nom. J'ai hoché la tête en brandissant le courriel. Ils l'ont suspendu. Il a sifflé, posé le bol et m'a tapé sur l'épaule. Je te l'avais dit. La vérité finit toujours par éclater. Mon frère prend peut-être son temps, mais il est têtu. Je me suis adossé au canapé et j'ai fixé le plafond, me remémorant le regard de Clarissa quand elle m'avait giflé. Cet éclair de dégoût, d'humiliation. Ça tournait parfois en boucle dans mon cerveau, généralement quand je m'endormais. Mais maintenant, j'avais enfin quelque chose pour interrompre la rediffusion. Une nouvelle scène. Sa sœur prise dans la toile, emmêlée dans son propre ego. À la fin de la journée, le groupe de discussion dont j'étais autrefois un membre silencieux du cercle familial, Hall s'est illuminé comme un feu d'artifice. J'y avais encore accès, principalement parce que Clarissa avait oublié de me retirer. J'aurais dû partir depuis longtemps, mais quelque chose m'a poussé à rester. Peut-être la curiosité, peut-être la justification. La mère de Clarissa, Marlène, était déjà en mode contrôle des dégâts. Marlène s'est clairement manipulée. N'importe qui peut falsifier un son. Pourquoi les gens croient-ils ça? L'université Oncle Roy a confirmé l'authenticité. Marlène, ils ne suspendent pas les étudiants pour le plaisir. Tante Dena. Attends, c'est à cause d'Ezra? Oh non, je savais que quelque chose clochait ce jour-là. Marlène, il l'avait piégé. J'en suis sûr. Il était toujours si parfait. Clarissa, arrête. Ce mot m'a frappé plus fort que prévu. Elle était restée silencieuse pendant des jours. Depuis que l'eau avait cessé de couler, depuis que les courses n'arrivaient plus, depuis que le Wi-Fi était tombé en panne et que les lumières clignotaient comme si elles aussi se demandaient si elles avaient encore leur place dans cette maison. Clarissa, je ne sais plus quoi croire. Mais Ezra n'a rien volé. Je n'aurais jamais dû. Je n'ai jamais posé de questions. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était le plus près qu'elle ait jamais fait. J'ai quitté le groupe de discussion après ça. Les ai laissés mijoter dans le désordre qu'ils avaient créé. Mason et moi étions assis sur son escalier de secours ce soir-là, à regarder l'horizon absorber les dernières lueurs du jour. L'air était froid, piquant contre ma peau. Mais ça ne me dérangeait pas. J'avais besoin de cette piqûre. Ça rendait tout réel. Tu as déjà pensé à y retourner? Demanda Mason d'un ton décontracté. Je secouai la tête. À quoi? Une maison que j'avais payée, mais où je ne me sentais jamais à l'aise, dans un mariage où mon silence était monnaie courante et où ma gentillesse était prise pour de la faiblesse. Il hocha lentement la tête, comme s'il connaissait déjà ma réponse. Je ne suis pas amer, me dis-je plus à moi-même qu'à lui. J'en ai juste marre d'essayer de me faire voir quand les gens s'obstinent à détourner le regard. Il me passa une bière, puis cessa de me regarder. J'en bus une gorgée, laissant l'amertume se déposer sur ma langue. Le lendemain, Clarissa m'envoya un texto, ni en colère, ni exigeant, juste ceci. Je ne savais rien pour les frais de scolarité, ni pour le loyer, ni pour rien du tout. Je fixai l'écran un long moment. C'est ce qui me faisait le plus mal. Ni la gifle, ni même l'accusation,
ni l'ignorance. Elle vivait à côté de moi, dormait à côté de moi, partageait les factures, les repas, les souvenirs, et pourtant elle ne savait toujours pas, car elle ne posait jamais de questions. Parce qu'il était plus facile de me laisser porter le poids et de m'en vouloir en silence que de me demander ce que je portais. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Masson est rentré du travail avec un plat chinois à emporter et un sourire en coin. Devinez qui n'a pas pu payer sa facture d'électricité ce mois-ci? J'ai haussé un sourcil. Il a brandi son téléphone. La mère de Clarissa était à l'épicerie. Carte refusée. Elle a fait une scène. Apparemment, les lumières sont éteintes chez eux. Ambiance bougies et lampes de poche. Je n'ai pas ri, mais j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à une justice. Il pensait que j'étais juste l'homme en retrait. Le mari discret qui faisait profil bas et ne parlait pas au dîner de famille. Celui qui n'élevait jamais la voix, qui ne faisait jamais de vagues. Mais j'étais le courant, celui qui faisait bouger les choses. Et maintenant que je m'étais retiré, le château de cartes tremblait. Le lendemain, j'ai reçu un appel du propriétaire. Il voulait confirmer que je ne payais plus le loyer. J'ai dit oui. Je n'ai pas demandé ce que Clarissa faisait pour rester à flot. Je ne voulais pas savoir. Masson m'a regardé ce soir-là et m'a dit « Tu as allumé la mèche, mon frère. Maintenant, laisse-la brûler. » Et j'ai hoché la tête, non pas parce que je voulais la destruction, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Parfois, la seule façon de reconstruire est de laisser tout ce qui ne sert plus à rien s'effondrer. L'opportunité ne se présente pas toujours habillée d'un costume sur mesure ou annoncée dans un email bien rédigé. Parfois, elle s'infiltre dans votre vie comme un coup discret à une porte dont vous aviez oublié l'existence. Pour moi, elle est arrivée un mardi matin sous la forme de M. Donovan adossé à la paroi vitrée de mon espace de travail partagé au cabinet. « Tu as traversé une épreuve », a-t-il dit sans détour, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Cet homme avait toujours le don de couper court au superflu et d'aller droit au but. Je me suis arrêté, clignant des yeux derrière mon ordinateur portable. Est-ce si évident? Il n'a pas souri, a juste croisé les bras et a légèrement hoché la tête. Tu as été différent ces dernières semaines, concentré, plus vif, comme si quelqu'un avait fait taire le bruit. Il n'avait pas tort. Après avoir quitté la vie de Clarissa et tout ce qui l'accompagnait, je m'étais retrouvé à travailler avec une lucidité impitoyable que je n'avais pas ressentie depuis des années. Plus besoin de partager mon énergie avec les problèmes des autres. Plus besoin de gérer les dégâts à la maison. Juste moi et le travail. Et le travail avait répondu de la même manière. Monsieur Donovan entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. Nous ouvrons un bureau satellite en centre-ville. Un étage élevé. Nous avons besoin de quelqu'un pour le diriger. J'ai cligné des yeux. Tu me proposes la direction, je te propose un départ, dit-il à voix basse. Tu l'as mérité. Et il est temps que les gens voient de quoi tu es vraiment capable. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai laissé les mots reposer. Puis j'ai hoché la tête lentement et avec assurance. Alors, je prends. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le hall d'une tour de verre immaculée, carte magnétique à la main, la musique de l'ascenseur bourdonnant doucement derrière moi. L'air sentait l'ambition et l'eucalyptus. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression de respirer par moi-même. Le bureau du 15e étage était encore en cours d'aménagement. La peinture séchait, les meubles étaient rangés, mais mon nom était déjà inscrit sur la porte. Ezra Holloway, directeur de projet. Je passais mes doigts sur les lettres givrées, non par coquetterie, mais pour confirmation. J'étais là, non pas comme le mari de quelqu'un, ni comme une solution de secours, mais comme moi-même. L'appartement vint ensuite. Un modeste 2 pièces dans le même immeuble que le nouveau bureau. Des lignes épurées, d'immenses fenêtres, une vue sur la skyline qui donnait aux matinées des possibilités plutôt que des obligations. J'ai signé le bail en silence. Pas de stylo partagé, pas de deuxième nom sur la ligne pointillée. Cet espace, il était à moi. Je me souviens de ma première nuit là-bas. Je n'avais pas grand-chose. Un matelas par terre, une valise, une cafetière d'occasion que Masson m'avait offerte. Pas d'œuvre d'art au mur, pas de coussin que Clarissa aurait acheté pour donner une touche d'élégance à la pièce. Juste la paix. Le genre qui s'enroule autour de vos épaules comme un ami calme et murmure « Vous êtes en sécurité maintenant ». Je n'ai pas manqué le bruit. Le parfum de Clarissa ne me manquait pas sur des oreillers partagés, ou les pas de Belle piétinant dans les couloirs comme si elle possédait chaque pouce carré. Je n'ai pas manqué de regarder mon argent disparaître dans la commodité et le droit. Ce que j'avais maintenant, le silence et la liberté.
Le premier week-end dans le nouvel endroit, je me suis rendu à une librairie locale et j'ai récupéré un livre de poche usé pour trouver de la clarté après un traumatisme. La caissière m'a souri, non pas parce qu'elle m'a reconnu, mais parce que j'ai souri en premier. Cette interaction seule était différente, authentique. Personne ici ne savait ce que j'avais vécu. Personne ne m'a regardé comme un accessoire dans le jeu de quelqu'un d'autre. J'étais juste Ezra, un homme dans un appartement de la ville, un homme avec son propre bail, son propre travail, sa propre paix. Quelques jours plus tard, M. Donovan s'est arrêté au nouveau bureau. Il marchait lentement dans l'espace, hochant la tête en se déplaçant dans les pièces. « Vous avez un œil pour la structure », a-t-il déclaré. « Cet endroit donne l'impression d'avoir une colonne vertébrale. » « Essayez de construire quelque chose de solide, répondis-je, et il a fait un sourire rare. « Eh bien, vous avez toute la pluie. Exécutez ce que vous en jugez. » Cette nuit-là, je suis resté tard, pas hors de pression, mais hors usage. Le soleil a plongé derrière la ville et le bureau brillait du genre de chaleur qui vient quand un espace commence à reconnaître son propriétaire. Vers 22 heures, je suis sorti sur la petite terrasse qui faisait face à l'ouest. Les voitures se déplaçaient en dessous comme les veines, le rythme cardiaque d'une ville qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Je me tenais là pendant un certain temps, la respirant, la distance, l'indépendance, le fait que pas une seule personne ici ne s'attendait pas à ce que je diminue. Mon téléphone buste. C'était Clarissa. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai simplement regardé s'estomper dans la barre de notification. Un autre écho d'un passé qui n'appartenait plus ici. Mason est venu le lendemain, portant un cadeau de pendaison de ménage, une lampe de lave absurdement grande. « Tu es sérieux ?» demandai-je en souriant. « Et, ta place était bien trop adulte. Besoin de quelque chose de bizarre. Tenez-vous à la terre. » Il est resté pour le dîner. Nous avons mangé sur le sol. Carton à emporter chinois entre nous. La ville bourdonnant au-delà des fenêtres. Nous n'avons pas parlé de Clarissa, ou de Belle, ou de tout cela. Nous avons parlé de ce qui est venu ensuite. « Tu vas sortir avec ?» il a demandé. Finalement, j'ai dit, mais en ce moment je sors avec la paix. Il a levé sa boîte et un toast à la paix dans les mouvements du centre-ville. J'ai tapé le mien contre les siens à plus de rôle de fond. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans mon nouvel endroit, des lumières tamisées, la lampe de lave jetant une impulsion lente à travers la pièce. Mon ordinateur portable était ouvert, un document vide brillant devant moi. Je ne savais pas encore ce que j'écrivais. Peut-être un journal, peut-être une histoire, mais la première ligne est devenue facile. Parfois, vous n'avez pas à brûler des ponts. Il vous suffit d'arrêter de porter le bois. Et j'ai souri parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne survivais pas. Je devenais. 2 semaines après mon nouvel emploi, tout comme je m'installais dans le rythme de la paix, le passé m'a retrouvé. Cette fois à travers une voie inattendue. C'était un mercredi après-midi. Je venais d'envelopper une réunion avec l'équipe de conception du centre-ville lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. Normalement, je ne répondrai pas. Trop de spam appels ces derniers temps, mais quelque chose sur le code régional a tiré sur ma curiosité. C'était de la même ville de la famille de Clarissa. Je suis entré dans la petite salle de pause et j'ai répondu. « Bonjour. » Une pause. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Doux mais incontestablement ferme. « Ezra ?» C'était la tante de Clarissa. J'ai cligné des yeux, puis je m'éloignai de la porte. « Tante Théa ?» Elle a donné un rire sec. Je ne pensais pas que j'existais toujours, hein? Ne vous inquiétez pas. Il ne me mentionne pas beaucoup. Je ne l'avais pas vue depuis le dîner de Thanksgiving il y a 2 ans, où elle m'avait tranquillement éloigné, a complimenté mes patients et a dit « Gardez vos reçus, ma chérie. Vous pourriez en avoir besoin un jour. » À l'époque, je pensais qu'elle était juste dramatique. Maintenant, ses paroles semblaient prophétiques. « J'ai entendu parler de ce qui s'était passé, » a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. « Et je pense qu'il est temps que vous saviez quelque chose. » Je suis resté silencieux en écoutant. Il y avait un léger bruissement, comme des papiers mélangés. La grand-mère de Clarissa, a-t-elle dit lentement, a mis de côté une subvention pour Clarissa et son futur conjoint. Une fiducie techniquement, 65 000 $. Mon souffle a pris. Je n'ai jamais entendu un mot à ce sujet. Bien sûr que vous ne l'avez pas fait, dit-elle catégoriquement. Parce que Marlène et Robert, ses parents, l'ont revendiqué avant même de vous marier. A déclaré au fiduciaire qu'il y avait des factures médicales urgentes et que vous et Clarissa avez consenti. Ils l'ont utilisé, ont acheté cette nouvelle cuisine,
ont pris ces croisières en Espagne, le tout. Je me suis assis sur un tabouret à proximité, le cœur qui frappe. Attendez, vous dites que l'argent était destiné à nous? Tout cela, a-t-elle dit. Mais ils ont utilisé des lacunes légales et un avocat volontaire pour le déplacer tôt. Clarissa ne savait pas, du moins pas au début. Je ne suis même pas sûr qu'elle sache maintenant, mais j'ai gardé les documents. Je l'ai. Et averti de ne pas jouer avec. Votre nom était sur le fichier, Ezra. Vous aviez droit à la moitié de cela, sinon plus. J'ai expiré lentement et stupéfait. Cette croisière Clarissa a continué à se montrer sur Instagram. Les comptoirs en marbre dont elle s'est vantée. La nouvelle laveuse et la sécheuse. Les mises à niveau pour lesquelles ils se sont loués. C'était mon argent, pas le genre métaphorique. Pas de travail émotionnel ou de soutien invisible. De vrais dollars. Un avenir destiné à être construit entre nous. Pris tranquillement avant qu'il n'atteigne mes mains. Je peux tout vous envoyer. Théa a déclaré le contact pour le fidèle avocat. Vous avez le droit de déposer une réclamation. Je sais qu'ils vont le nier. Essayez de l'enterrer sous la culpabilité ou l'unité familiale, mais il ne possède pas la vérité. Ezra, vous le faites. Ma gorge se resserra. Pourquoi faites-vous cela? Il y a eu une pause. Parce que j'ai vu ce qu'ils vous ont fait. Je vous ai vu disparaître un peu plus chaque fois qu'ils avaient besoin de vous pour garder le silence, et parce que je sais ce que ça fait d'être expulsé de votre propre vie. Nous avons parlé pendant encore 15 minutes. Elle a expliqué comment la confiance était structurée, comment la grand-mère de Clarissa avait insisté pour que cela soit allé au couple, pas seulement sa petite-fille. L'avocat avait une copie de la lettre d'intention d'origine. Théa avait une déclaration notarisée à partir du moment du retrait. À la fin de l'appel, elle m'avait tout envoyé par email. Je ne fais pas ça pour la vengeance, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je le fais pour que vous puissiez reconstruire avec ce qui est à juste titre le vôtre. J'ai regardé mon écran pendant longtemps après avoir raccroché. Documents chargés un par un. Jargon juridique, état financier, formulaire de retrait signé avec des dates qui s'alignaient parfaitement sur la chronologie dont je me suis souvenu. Nouveaux appareils électroménagers, vacances de luxe, mise à niveau soudaine sans explication. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement à chaque lumière. La ville brillait devant ma fenêtre et laisse la réalité s'enfoncer. Ils m'ont volé. Et pas seulement émotionnellement ou symboliquement, ils ont volé de l'argent que je ne savais même pas existant. Ils ont souri dans mon visage pendant qu'ils l'utilisaient. Permettez-moi de payer le loyer. Permettez-moi de remplir le réfrigérateur. Permettez-moi de couvrir les frais de scolarité. Alors qu'ils ont tranquillement encaissé un avenir, ils n'avaient jamais prévu de partager avec moi. J'ai transmis les documents à un ami avocat de l'université, Samir, qui me devait une faveur. Il a appelé en quelques heures. « Ezra, vous avez une forte affirmation, » a-t-il dit. La lettre d'intention seule est accablante. Les notes originales de Trust soutiennent votre inclusion. Et comme ils vous ont contourné avec un consentement frauduleux, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est potentiellement criminel. 3 semaines plus tard, la réclamation a été déposée. Et 2 autres après cela, le règlement est passé. 65 000 $ transférés directement dans un nouveau compte que j'ai ouvert à mon nom seul. Pas de chaîne, pas d'accès partagé, pas de partage au milieu. Le mien, je n'ai pas célébré avec du champagne, je n'ai rien posté. Je n'ai pas envoyé de SMS à Clarissa ou à ses parents ni à le frotter sur le visage de quiconque. Je me suis assis tranquillement dans mon salon en regardant les chiffres se charger dans mon application bancaire et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Validation. Il pensait que je n'étais qu'un espace réservé. L'homme qui a ramassé l'onglet. Celui qui n'a rien demandé et ne doit donc avoir besoin de rien. Mais maintenant j'avais quelque chose que personne ne pouvait nier. Quelque chose qui ne pouvait pas gifler ou appeler manipulateur. Preuve. Le lendemain matin, j'ai envoyé à Antia un bouquet d'orchidées violettes profondes. Son préféré. Selon le dîner en famille, je me souvenais encore. La carte a simplement lu « Merci de m'avoir rappelé qui j'étais ». Ezra, a-t-elle répondu avec une photo des fleurs sur son rebord de fenêtre et un message que j'ai continué à épingler dans mon téléphone à ce jour. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de revenir à vous-même. Bienvenue à la maison. Et juste comme ça, le dernier morceau de leur contrôle sur moi s'est brisé. J'étais libre financièrement, émotionnellement, légalement. Et pour la première fois, j'avais plus qu'une simple paix. J'avais du pouvoir. Liberté. Une fois que vous en avez un avant-goût, vous donne faim de plus que le silence. Au début, je voulais juste m'échapper, disparaître,
récupérer, reconstruire. Mais la paix fait quelque chose d'étrange quand il s'installe enfin. Cela vous pousse vers l'avant. Vous fait demander « Quoi maintenant ?» J'étais assis sur mon balcon un dimanche matin, la ville calme sous la brume de la lumière précoce. Une tasse de café dans une main, l'autre défilement sans but à travers mon téléphone. Mon compte bancaire venait de passer devant un numéro que je n'aurais jamais pensé voir. Pas de l'argent en fiducie seul, mais des concerts de consultation latéraux que j'avais ramassés depuis le déménagement du centre-ville. J'étais stable, en sécurité. Personne ne dépendait de moi. Personne ne m'a vidé. Mais ce matin-là, alors que la vapeur recroquevillait de ma tasse, j'ai réalisé autre chose. Je n'étais plus invisible. Les gens avaient commencé à tendre la main, des étrangers de l'université, de vieux collègues, même des connaissances du secondaire. Certains d'entre eux m'ont envoyé un message après que la suspension de l'université se soit déplacée. D'autres avaient vu ma mise à jour de LinkedIn sur le bureau du centre-ville. Mais la plupart ont tendu la main après avoir lu un court post que j'ai fait une nuit à 2 heures du matin. Un post que je n'ai presque pas partagé. C'était simple, juste un écran noir avec du texte blanc. J'ai été accusé de vol par quelqu'un pour lequel j'ai payé les frais de scolarité. Giflé devant les gens que j'appelais la famille. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis toujours senti coupable jusqu'à ce que je ne l'ai pas fait, jusqu'à ce que j'arrête de chuchoter. Ce message a été partagé plus de 10 000 fois en 3 jours. Les hommes que je ne m'étais jamais rencontrés m'ont envoyé un message. Idem ici, mec. Elle m'a vidé et est partie. Je pensais que j'étais le seul. S'il vous plaît, comment avez-vous continué? Ce n'étaient pas seulement des hommes. Les femmes aussi. Les gens qui avaient été effacés, utilisés, allumés de gaz, jetés. Et avec chaque message, j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Je n'avais pas seulement survécu à une trahison personnelle. J'avais traversé un incendie dont la plupart des gens ne parlaient pas. Parce que lorsque vous êtes silencieux, le fournisseur, le faisceau de soutien, émotionnellement stable, personne ne s'attend à ce que vous brûliez. Et quand vous le faites, personne ne veut regarder les cendres. J'ai donc décidé d'en parler. Pas par des messages ou des diatribes passifs, mais intentionnellement. J'ai lancé un podcast construit pour brûler, se remettant des cicatrices familiales. Mason pensait que je plaisantais quand je l'ai lancé pendant le dîner. Il s'étouffa presque sur son hamburger. Vous un hôte de podcast? J'ai haussé les épaules. Pourquoi pas? C'est moins cher que la thérapie. Mais ce n'était pas une blague. J'ai acheté un micro décent, éliminé un petit coin de mon appartement, épinglé de la mousse insonorisée au mur, gardé la lampe de lave pour bonne chance, et un jeudi soir calme, j'ai atteint un record. Bienvenue à Build to Burn. J'ai commencé, ma voix plus stable que ce à quoi je m'attendais. Je m'appelle Ezra, et c'est pour les calmes. Ceux qui sont effacés, ceux qui ont payé les factures, se sont présentés, sont restés fidèles et ont été étiquetés le problème. Quoi qu'il en soit, je me suis arrêté. Laissez le silence s'installer avant de le dire. C'est pour l'homme qui a été giflé devant des étrangers après avoir été accusé d'avoir volé un collier par quelqu'un dont il a payé les frais de scolarité. J'ai raconté l'histoire, pas avec rage, mais avec clarté. Je n'ai pas nommé nom. Je n'ai pas maudit ni crié. Je viens de le disposer. Le brunch, l'accusation, le silence, la sortie, le démêlage qui a suivi, la preuve, la paix. Je l'ai téléchargé. Je ne m'attendais pas grand-chose. Dans les 48 heures, il a atteint 40 000 téléchargements. Courriels inondés de commentaires, demandes d'entretien. Certaines personnes ont envoyé des notes de voix en pleurant. D'autres ont offert leurs propres histoires. La femme d'un homme avait dit à leur église qu'il était violent pour couvrir sa propre affaire. Une autre femme avait soutenu l'éducation de son frère pendant 6 ans pour être étiquetée gourmand lorsqu'elle a demandé à être remboursée. Plus j'écoutais, plus je comprenais. Ce qui m'était arrivé n'était pas rare. C'était rarement parlé. J'ai donc fait plus d'épisodes. L'éclairage au gaz financier et le portefeuille invisible. Quand l'amour est juste un effet de levier, le mensonge qui m'a fait gifler. Ce dernier a explosé. Il est devenu viral. TikTok est dit, vidéo de réaction, YouTuber disséquant l'histoire comme une scène de crime. C'était étrange d'entendre ma voix coupée dans du contenu en ligne, mais je l'ai accueilli. Pas pour la gloire, pas même pour la reconnaissance, pour la résonance, parce que les gens en avaient besoin. Ils avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Bientôt, j'ai commencé à obtenir des invitations, des panneaux, des podcasts, des interviews. J'ai le plus refusé. Je n'étais pas prêt à être une figure pour quelque chose.
Mais alors un message est venu d'un organisme à but non lucratif qui a travaillé avec des conjoints abusés financièrement, principalement des hommes, souvent honteux de silence. Ils m'ont demandé de parler. Alors je l'ai fait. Je suis entré dans cette salle de conférence dans une simple chemise noire, pas de notes, pas de script, et j'ai dit, je pensais que le silence était de la force. Que si je travaillais plus dur, payais plus, je me suis présenté de manière cohérente, le monde me récompenserait. Ce n'était pas le cas. A été autorisé à avoir une voix. Mason est entré dans mon appartement pendant que je modifiais l'épisode 12 et que je suis resté là. Vers le micro. Vous savez que vous êtes devenu quelque chose? Non? Comme quoi? Un miroir? Il a dit pour les gens qui ont oublié à quoi il ressemblait. Cette ligne est restée avec moi cette nuit-là. Je l'ai écrit sur une note collante et je l'ai épinglé au-dessus de mon bureau. Vous n'êtes pas ce à quoi ils vous ont réduit. Je m'appelle Ezra Holloway. Une fois l'arrière-plan, maintenant la voix à l'avant. Et les gens n'écoutaient pas seulement. Ils apprenaient à vivre à nouveau parce que j'avais cessé de me cacher dans le silence. La maison que j'ai laissée ne s'est pas effondrée dans une explosion. Il s'est effondré comme les gens, tranquillement en morceaux, faisant semblant de rester ensemble longtemps après que la pourriture s'installe. Je n'ai pas vérifié directement Clarissa ou sa famille. Je n'en avais pas besoin. Le mot avait un moyen de me trouver maintenant. Mon podcast avait chuté de tout ce que j'aurais pu m'attendre. Les auditeurs ont envoyé des mises à jour comme des lignes de vie. Et avant longtemps, je n'ai même pas eu à me demander comment les choses se sont effondrées. Je devais juste lire ma boîte de réception. Le premier signal est venu d'un email. Ligne d'objet. Je pense que votre ex perd sa maison. Attaché était un lien vers un site immobilier. J'ai cliqué dessus, sans m'attendre à beaucoup, mais c'était là. L'adresse à laquelle je rentrais chez moi. Le condo avec les bougies parfumées à la cannelle, le canapé blanc que je n'étais pas autorisé à manger sur le mur de la galerie. Pendant que je me suis accroché pendant que Clarissa a fait défiler à travers Pinterest à côté de moi. Forclusion, propriété de bas de banque. Prix réduit. J'ai regardé l'écran, pas par dépit, mais parce que cela a confirmé ce que je savais déjà. Sans mon soutien silencieux, sans la stabilité que j'ai apportée d'une manière que personne n'a vue, leur fondation était partie. Les murs même dans lesquels ils ont construit leur illusion à l'intérieur avaient finalement cédé. Les commentaires ont commencé à faire surface sous de vieilles photos que Clarissa n'avait pas supprimées des médias sociaux. Les gens demandant si elle avait déménagé, si les rumeurs étaient vraies. Un utilisateur particulièrement franc a posté. C'est drôle comment vous avez jeté votre mari sur un mensonge, et maintenant vous ne pouvez pas garder les lumières allumées. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le monde avait commencé à remarquer les fissures en soi. Puis est venue la mise à jour de l'université. Belle a officiellement abandonné. Les mensonges ont été reconnus. Je veux une fermeture d'elle. Le texte est venu. Un nombre que je savais trop bien. Clarissa, Simon. Je suis désolé. Pouvons-nous nous rencontrer? Mon pouce planait sur l'écran. Une partie de moi, l'ancienne version de moi, a tressailli. Cette vieille douleur, formée pour répondre à sa voix, ses besoins, son regret. Je pouvais presque l'entendre. Son rythme autour de son nouvel appartement, que j'imaginais était plus petit, plus froid, moins orné. Aucun réfrigérateur supplémentaire approvisionné. Aucune facture de service public manipulée en silence. Juste elle et la version de la vie qu'elle prétendait vouloir sans moi. Mais je n'ai pas répondu parce que je savais ce que je dirais si nous nous rencontrions. Je m'asseyais en face d'elle et poserais les questions auxquelles elle ne pourrait jamais répondre honnêtement. Pourquoi? Tu ne m'as pas cru? Pourquoi les avez-vous laissés me transformer en méchant sans cligner des yeux? Et elle dirait qu'elle était confuse, qu'elle ne savait pas quoi penser, qu'elle a fait une erreur. Mais voici la chose à propos des erreurs. Ils se produisent dans l'instant. Ce que Clarissa a fait, c'était une décision. Un enraciné dans l'histoire, dans le modèle, dans des accords silencieux sur qui importait plus. J'ai donc laissé le message reposer sans réponse. Je l'ai archivé. Le lendemain, un producteur d'un spectacle du matin a tendu la main. Il voulait m'interviewer. J'ai dit que mon podcast entamait une conversation nécessaire sur l'invisibilité émotionnelle et la trahison financière. J'ai presque refusé. L'attention des médias m'a toujours rendu mal à l'aise, mais quelque chose au sujet du timing était poétique. Ils m'ont présenté dans l'air sous le nom d'Ezra Holloway, créateur de Build to Burn et plaidé pour la responsabilité relationnelle. C'est drôle comment la vie se tourne. Il y a 1 an, je me faisais gifler devant des étrangers. Maintenant, les gens ont demandé mes réflexions sur la guérison.
Après le segment, j'ai marché seul la ville pendant des heures. Non pas parce que j'étais agité, mais parce que je me sentais léger, comme les derniers morceaux de quelque chose de lourd avaient finalement été levés. Pas de vengeance, pas même de justification, de la liberté. Je suis passé par une librairie sur la 8th avenue et je me suis arrêté à la fenêtre. Un panneau sur le verre se lit « Votre histoire compte ». Quelqu'un attend votre version de la vérité. J'ai souri, non pas parce que c'était à propos de moi, mais parce que c'était vrai. J'avais passé des années enterrées sous les récits des autres. Calme, serviable, présent. Je les laissais écrire mon rôle. Le beau mari, le beau-frère responsable, le portefeuille avec un rythme cardiaque. Maintenant, je suis le monde, pas simplement mon histoire. Vous n'êtes pas faible. Tu n'es pas seul. Quand je suis revenu à mon appartement, il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom sur le devant. L'intérieur était une note manuscrite. Ezra, j'ai écouté, pas seulement à ton podcast, mais au silence que j'ai créé autour de toi. Je ne savais pas, et je ne m'attends pas à la pardon. J'ai juste gardé la vérité. Du titulaire, pas de colère, mais parce que je lui ai déjà pardonné dans les coins silencieux de ma croissance. Depuis que j'ai été peint, le méchant dans une histoire que je n'ai pas écrite. Et maintenant je m'assois sur mon balcon tous les matins, buvant mon café en paix, en regardant la ville que j'ai récupérée, une haleine dure à la fois. Les matins sont silencieux ici. Personne ne hurle de l'autre salle des factures oubliées. Pas de notes agressives passives sur le réfrigérateur. Aucune conversation chuchotée qui arrête la seconde où vous entrez dans la pièce. Juste le bourdonnement du trafic bien en dessous. Les oiseaux qui semblent toujours trouver mon rebord de fenêtre et le clic de ma tasse de café sur la balustrade en acier. C'est le son d'une vie que j'ai construite à partir des cendres dans lesquelles ils m'ont laissé. Mon podcast est maintenant sur son 302e épisode. Built to Burn est devenu plus que ce que j'ai jamais imaginé. Ce n'est pas seulement une plateforme, c'est un mouvement. Des hommes de toutes les parties du monde écrivent dans leurs histoires superposées dans le chagrin, le silence et la force qu'ils ont oublié qu'ils avaient. Les femmes aussi. Les gens qui ont été utilisés, ont menti, ont dit qu'ils étaient faux, dramatiques, réagissant de manière excessive jusqu'à ce qu'ils ne soient pas. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui pouvait nommer ce qu'ils traversaient, et plus important encore, quelqu'un qui a réussi de l'autre côté. J'ai fait des concerts dans les villes que je n'avais jamais visitées auparavant, publié des articles, assis sur des panneaux où les gens regardaient juste à travers moi. Maintenant, ils se penchent quand je parle, non pas parce que je crie, mais parce que je parle clairement, directement, honnêtement. C'est à quoi les gens réagissent. Je n'ai pas appris la vérité en volume. Et je ne crie toujours pas parce que je n'ai jamais eu besoin d'élever ma voix pour être puissante. Parfois, j'entends toujours la voix de Belle dans ma tête. Cet enregistrement, cette confession suffisante, l'audace de sa manipulation. Je l'entends parfois rire, faisant écho dans les coins de la mémoire. Je n'ai pas balayé propre. Le mot est qu'elle dit toujours aux gens que j'ai réagi de manière excessive. En train de faire tourner l'histoire en quelque chose qui correspond à sa version de la réalité, où elle est mal comprise et je suis amer. Laissez-la la laisser parler. Elle a déjà parlé et cela lui a tout coûté. Et moi, je n'ai pas eu à la ruiner. Elle l'a fait seule. Je ne réponds pas aux commentaires, elle feuille sous des clips de podcasts sur des comptes anonymes. Je ne réponds pas aux messages cryptiques de vieux chats de groupe familial essayant de se reconnecter. Je ne m'explique pas aux gens qui ont vu la vérité et qui ont toujours choisi le mensonge. Parce que lorsque vous trouvez enfin votre voix, vous arrêtez de jouer pour des personnes qui n'écoutaient jamais. Théa et moi parlons encore parfois. Elle me met à jour de temps en temps, me dit que les parents de Clarissa ont vendu leur voiture, puis le condo. Ils louent maintenant, blâmant l'économie pour tout. Clarissa travaille à nouveau dans un travail qu'elle déteste de ce que j'entends. Belle, elle est hors ligne, radio silencieuse. Plus de messages de brunch ou de selfies du campus. Plus de fouilles sur moi et les hashtags. Juste silence. Et dans ce silence, je n'entends pas d'excuses. J'entends les conséquences. Il y a une sorte de paix qui vient de savoir que vous n'avez plus à supporter le poids des personnes qui ne vous considéraient que comme utiles. Une paix en regardant autour de votre espace et en sachant que personne ne peut le réclamer que vous. Certaines nuits, j'allume une bougie sur le comptoir de la cuisine juste parce que. Pas parce que j'essaie d'impressionner n'importe qui. Non pas parce que Clarissa pourrait entrer et exiger l'ambiance. Juste parce que j'aime la lueur. Je cuisine pour moi maintenant. Rien d'extraordinaire, mais c'est le mien. J'assaisonne comme je veux. Je mange quand je veux.
Je laisse parfois des plats dans l'évier sans craindre que quelqu'un l'utilise contre moi. Ma vie est imparfaite, mais c'est gratuit. Un auditeur m'a un jour envoyé. Comment savez-vous quand vous êtes guéri? Et je leur ai dit, vous saurez quand leur nom n'a plus de goût amer dans votre bouche. Lorsque votre silence se sent rassuré, pas creux. Quand tu ne veux pas qu'ils reviennent. Non pas parce que vous les détestez, mais parce que vous vous aimez enfin plus. C'est là que je suis maintenant. Parfois, je passe des jours entiers sans penser à Clarissa. D'autres fois, son nom traverse mon esprit comme une feuille portée par le vent ici puis disparue. Elle ne me manque pas. L'homme que j'étais avant que son amour ne commence à se sentir comme ça. J'ai commencé à encadrer des hommes plus jeunes, à des clients qui essaient de s'éloigner des situations toxiques ou de donner un sens à l'abandon après avoir tout donné. Je leur dis ce que personne ne m'a dit. L'amour ne devrait jamais vous coûter votre identité. Et la paix n'est pas égoïste. C'est votre droit d'aînesse. Certains pleurent sur nos appels. Certains d'entre eux sont assis en silence, serrés, les cœurs ouverts. Tous demandent finalement la même chose. Comment en êtes-vous revenu? Et je dis toujours que je ne suis pas revenu. J'ai avancé parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de retour. Pas à cette maison. Pas à cette table. Pas à l'homme qui n'arrêtait pas de donner jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que du ressentiment dans une chemise pressée. J'ai reconstruit à partir de zéro. Et la version de moi qui vit ici maintenant, qui se réveille seule mais pas seule, qui parle et est entendue, qui choisit sa paix sur le chaos de quelqu'un d'autre, n'est pas l'ombre de qui j'étais. C'est l'homme qu'il ne pouvait pas briser. Les gens essaient toujours de comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu les messages, la spéculation, la curiosité enveloppée dans les ragots. Mais j'ai appris que vous ne deviez à personne toute l'histoire. Pas quand ils étaient prêts à croire le mauvais sans poser de questions. Alors je les laisse se demander. Je les laisse écrire leur version pendant que je continue de vivre le mien. Il y a quelques nuits, je me suis tenu sur mon balcon alors qu'une tempête d'été roulait, la foudre qui s'éclaircit dans le ciel, le tonnerre grognant au loin. Je me tenais pieds nus, les mains reposant sur la balustrade, le vent poussant à travers ma chemise, et j'ai souri parce que je me souvenais de qui j'étais avant de devenir ce dont ils avaient besoin. Et j'aime l'homme qui est revenu plus fort. Je ne porte rien maintenant. Pas leur honte, pas leurs mensonges, pas même le collier. Tout ce que je porte, c'est la liberté. Et c'est léger. Si sacrément léger.